On existe, on a une culture, on est un peuple en dehors de la France. La France nous est tombée dessus, mais en dehors de ça, en fait, on existe, en fait. Je m'appelle Jay, j'ai 29 ans, je suis une jeune Martiniquaise. Passionnée, déterminée et... C'est pas un seul mot, mais j'ai soif de justice. Selon moi, c'est vraiment cette capacité à s'appuyer sur soi, en fait, et ne pas forcément prendre en compte les autres, la vie des autres. C'est vraiment avoir pleinement confiance en ses capacités, en ce qu'on est capable de faire, en ce qu'on est capable de créer, de provoquer aussi, faire confiance à ce qu'on est capable d'impacter, et savoir aussi qu'en fait que tout ce dont on a besoin en vrai, il est à l'intérieur de nous en fait, et qu'on n'a pas besoin de... On peut avoir besoin des autres en fait, mais on peut aussi très bien s'en sortir par soi-même. Et la confiance en soi, pour moi, je le vois vraiment comme... il est question d'amour aussi. Il faut avoir une sorte d'amour inconditionnel envers soi-même. Parce qu'en fait, on est dans une société qui nous apprend à nous détester, en fait, à ne pas nous aimer, à être complexé, à être mal à l'aise dans son corps. Et pour moi, pour avoir confiance en soi, il faut d'abord être totalement amoureuse de soi. Et c'est un cheminement. Il faut d'abord retomber amoureuse de soi parce que, comme je l'ai dit, la société ne nous apprend pas à nous aimer. Et s'appuyer sur ça, en fait. S'appuyer, se dire que, voilà, malgré tout ce que je vais me prendre dans la tête, malgré toutes les critiques, malgré, en fait, rester stable et se dire que c'est bon, je sais qui je suis, en fait. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis capable de faire. Et juste s'appuyer sur soi. Je parle beaucoup de la société dans laquelle on est en fait, que ce soit au niveau du racisme ou même du rapport homme-femme ou de plusieurs choses en fait, mais c'est pas forcément palpable ni visible à quel point c'est violent en fait, en tant que personne noire et encore plus en tant que femme noire, d'être au sein d'une société qui nous oppresse en fait, qui ne veut pas nous voir épanouis. Et c'est un peu mon côté rebelle qui me dit mais je ne veux pas en fait être ce que la société veut que je sois, c'est-à-dire une femme complexée, une femme qui ne s'aime pas, et je veux vraiment faire barrage justement à tous toutes ces choses-là qu'on nous envoie et qui nous pourrissent en fait notre vie au final. Et c'est parce que justement je me bats contre cette société-là que je me dis que ma meilleure revanche c'est de m'aimer moi-même, puisque c'est ce qu'elle ne veut pas que je fasse en fait. Donc c'est ça que je vois les choses. Alors Hassani, ça veut dire rebelle en swahili. On m'a toujours dit que j'étais rebelle en fait. C'est parce qu'on me le dit tout le temps que je me suis dit et que j'ai vu ce nom, je me suis dit que ça me va très bien. Et à la base c'est un nom masculin, mais je suis tellement rebelle que je dis non, ce sera mon nom. Voilà. Totalement, et je pense qu'on devrait tous apprendre à le faire, qu'on soit des hommes ou des femmes en fait. On est tous les deux porteurs d'énergie féminine et d'énergie masculine. Et l'objectif, c'est pas de nier, par exemple, moi en tant que femme, ma part de masculinité, c'est justement de trouver l'équilibre. Tout comme il y a des hommes, en fait, les hommes n'aiment pas entendre parler de leur part de féminité, mais ils en ont tous. Et pour moi, ce qu'il faut, c'est de trouver cet équilibre-là. Et je suis totalement en phase avec ma part de masculinité, en fait. Parce que je pense que j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait si je n'étais pas en phase avec ça. Et même parfois on peut me le reprocher, mais c'est pas grave en fait. J'aime ma part de masculinité que j'assume totalement. C'est encore dans ma rébellion, parce qu'on te dit qu'une femme ça doit être telle et telle chose. La société te dit qu'une femme ça doit être comme ça doit parler doucement, ça doit pas insulter, ça doit être gentille, ou alors quand elle s'exprime il faut qu'elle le fasse gentiment, alors que c'est pas comme ça que je ressens les choses du tout. J'ai envie d'être comme je le ressens et pas comme la société, parce que ce que la société attend de moi. Donc, je vis les choses pleinement, en fait, comme je les ressens et pas autrement. C'est parce que c'est toujours dans cette remise en question. Moi, en fait, j'ai toujours pris conscience, si tu veux,
on vivait dans un monde qui avait un problème avec les Noirs, mais mes lectures au départ, elles étaient très orientées vers les États-Unis. Donc je m'en veux pas pour ça parce que ça m'a permis de comprendre vraiment le système dans sa globalité. Mais j'ai pris du temps, du coup, à comprendre les enjeux, ces mêmes enjeux-là, mais sur le petit territoire martiniquais, en fait. Et j'ai l'impression que c'est tellement pire parce qu'on a une histoire vraiment particulière, en fait, avec nos bourreaux en Martinique. Et j'ai pris du temps à me rendre compte de ça, mais aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut vivre dans ce schéma-là sans essayer de le transformer, en fait, parce que là, on fonce vraiment, mais droit dans un mur, en fait. J'ai l'impression en Martinique. Et pour moi, remettre en question cette société-là, c'est pas juste pour le fun, c'est pas juste pour débattre. En fait, j'ai même pas envie de débattre. Déjà, il y a beaucoup de gens qui veulent débattre, j'ai pas envie de débattre. Je veux juste changer les choses. Je veux juste assurer à la génération qui vient qu'elle sera pas autant en galère que nous, en fait. Qu'elles auront accès à des choses auxquelles on n'a pas eu accès tout de suite. Et qu'elles puissent aussi avoir, si tu veux, le fumier. C'est Mona qui dit ça, Eugène Mona, il dit fait corps, c'est fumier. C'est-à-dire que pour que le fumier, c'est vraiment pour que les générations à venir, elles puissent avoir une bonne matière pour pouvoir produire des choses intéressantes. Et pas, si on les laisse telles quelles, en fait, c'est pas du fumier ce qu'on leur propose là, c'est au contraire du poison, sans vouloir faire encore le rapprochement avec le chlordécone, mais c'est ça en fait. Et ce qui va pousser du poison, mais ce sont des choses empoisonnées, et donc elles vont continuer à s'empoisonner avec des fruits, des légumes empoisonnés, donc c'est pas ce que je veux. Je veux une terre saine, avec du bon fumier, pour que ce qui va pousser dedans, soit des choses saines. C'est mon amour pour la Martinique, c'est mon amour pour moi-même aussi. Parce qu'il est question de, voilà, on parle encore d'estime de nous-mêmes en fait. Comment est-ce qu'on se considère, comment est-ce qu'on se voit même au sein du monde? Déjà, on se considère, on se définit toujours par rapport à la France. Comme il y a ce spectre-là de la France, on n'est rien sans la France, on a le sentiment, c'est ce qu'on nous apprend, alors que on existe, on a une culture, on est un peuple. En dehors de la France nous est tombée dessus, mais en dehors de ça, en fait, on existe, en fait. On est des êtres humains, déjà. Ça, aux yeux de la France, c'est pas quelque chose de très clair. Et c'est aussi les questions de dignité, oui, d'estime de soi et d'amour propre. Je pense qu'on manque beaucoup d'amour propre et c'est pour ça que d'autres personnes se permettent de nous faire tout ce qu'ils nous font, en fait. Parce qu'au final, on peut nous marcher dessus et on ne dira rien. J'ai envie que ça cesse, ça, en fait. J'ai envie que maintenant on se fasse entendre et qu'on refuse de se laisser marcher dessus. Souvent, on parle de déclic, mais je trouve que c'est pas justement un déclic, c'est quelque chose de vraiment progressif, puisque c'est vraiment pas un claquement de doigts, tu te dis, bon, ça y est, c'est aussi au fil, en fait, de ton parcours où tu rencontres certaines personnes moi, c'est surtout mes lectures qui m'ont ouvert les yeux, en fait, et qui m'ont fait me rendre compte que je vivais dans un monde qui, en tout cas, essayait de me faire croire qu'en tant que femme noire, je n'avais pas ma place, que je n'avais rien à dire. Et même dans la façon dont on exprime nos émotions, là aussi, en fait, il y a des gens qui essayent de venir nous polisser, entre guillemets, en disant que... On parle souvent de la angry black woman. Tu sais, tu peux pas être énervée. On te balance plein de trucs dans la gueule. Et en plus de ça, quand tu es énervée, on te dit « Ah, t'es énervée ». Ben oui, je suis énervée, c'est normal. Et j'apprends justement à laisser s'exprimer tout ce qui me traverse, en fait, parce qu'il est hors de question que je garde pour moi, parce qu'au final, tu peux pas être oppressé et puis fermer ta bouche, garder ton oppression, tout garder pour toi et puis continuer à vivre paisiblement, c'est pas possible. Donc, j'ai oublié quelle était ta question. Je sais pas du tout d'où elle me vient, mais j'avais lu quelque part une étude qui disait qu'en fait, qu'on porte en nous les traumatismes des personnes, en fait, de nos ascendants aussi. Voilà, j'avais lu que voilà, que si ton arrière-grand-mère, elle a vécu un traumatisme, c'est inscrit dans ses gènes, et comme tu portes en toi ces gènes, tu portes le traumatisme, en fait. Et j'ai le sentiment qu'il y a pas mal de traumatismes qui ont été transmis là de génération en génération et qu'à un moment donné ça finit par péter. C'est ce qui arrive là, en fait. C'est peut-être là où je puise ma force, mais c'est pas que la force qu'on puise, malheureusement, on puise pas mal de choses, de trauma, en fait. Et donc on est un peu mitigé entre se soigner et puis laisser ça s'exprimer et mais combattre, en fait, ce qui a causé tous ces traumas là.
Donc c'est un peu un mélange de tout ça, je pense, qui fait qu'aujourd'hui ça explose. Ça se soigne par l'amour de soi, puisque comme je t'ai dit, ce qu'on nous inculque, c'est la haine de nous-mêmes. Particulièrement en Martinique, en fait, au-delà de la haine, j'ai vraiment le sentiment que ce qu'on veut nous inculquer, c'est qu'on est de la merde, en fait. Et qu'on n'ira jamais nulle part, et que, voilà, on est des biens meubles, hein. Je le disais encore hier dans ma story, mais c'est vraiment ce que je ressens, et ça se soigne pas, ça se réapproprier son corps, se réapproprier sa culture, se réapproprier sa langue, se réapproprier ses espaces. Le soin pour moi, c'est ça. Ça passe par ça. J'ai eu mon bac donc à 18 ans. Bon, déjà à l'école, ça n'a jamais été mon fort, ça n'a jamais été mon truc. J'ai toujours fait le maximum pour essayer d'en sortir le plus vite parce qu'autant j'aimais pas l'école, mais j'avais tout de suite compris qu'il fallait pas que je redouble parce que j'aimais pas l'école. Donc il fallait pas rester là. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai essayé d'aller à l'université après. Sauf que, pareil, ça n'a pas forcément bien marché. Donc j'ai pris des voies professionnelles qui ne sont pas forcément moi. En fait, j'ai été assistante pendant un moment. J'ai fait de la vente aussi pendant un moment. Et puis jusqu'au moment où je me dis, j'ai envie de faire ce que je veux faire en fait vraiment. J'ai envie de disposer de mon temps et de mon énergie comme je veux. Et c'est là que j'ai pris la décision du coup d'être auto-entrepreneur et je me suis lancée dans la confection de bijoux après un voyage au Sénégal où j'ai vu les femmes à Gorée assises là en train de faire des bijoux. J'ai dit mais elles ont l'air heureuses en fait. J'ai envie de faire ça, je vais faire ça de ma vie. Et puis voilà, je me suis lancée. Si, bien sûr, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais je préfère avoir peur. Je préfère aller vers l'inconnu plutôt que de revivre le CDI. Parce que, après, je ne veux pas forcément que les personnes qui sont en CDI se sentent mal, mais ma perception des choses, c'est que c'est l'esclavage, entre guillemets, puisque tu disposes pas de ton temps, tout ton temps et ton énergie est à disposition de quelqu'un d'autre, en fait. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Et surtout, souvent, c'est des choses qui n'ont pas vraiment de valeur pour nous. En fait, moi, j'ai travaillé dans un laboratoire pharmaceutique, rien à battre, en fait, de ces gens-là. Surtout qu'en étant dans un laboratoire pharmaceutique, je me rendais vraiment compte que c'est un milieu extrêmement pourri. Au final, les gens sont heureux que tu sois malade et tu es là, tu alimentes ça en fait. Je me dis, mais je me lève tous les jours pour alimenter ça. Mes capacités intellectuelles, tout ce que j'ai appris, en fait, je le mets à disposition de quelque chose auquel je ne crois pas en fait. Et je ne pouvais pas, donc j'ai démissionné, je suis partie et puis voilà. Donc après, on peut très bien être en CDI, être heureux, être épanoui, mais ça n'a pas été mon expérience. Et ce que j'en déduis en fait de cette expérience-là, c'est que ouais, ça ressemble pas mal à l'esclavage. Voilà. Pas tout de suite. Au départ, je faisais ça au départ vraiment pour plaisanter, pas vraiment avec beaucoup de sérieux, puisque je le faisais pour moi, après pour mes amis. Et c'est vraiment à l'issue de ce voyage-là où je me suis dit, je vais transformer ça en projet professionnel. Mais c'est aussi une sorte de refuge et je me rends compte du coup avec tout ce qui s'est passé au niveau militantisme en fait. En dehors du militantisme aussi, je me retrouve dans ça, dans mes créations et ça me permet c'est comme si je vivais dans un monde où du coup il n'y avait pas tous les problèmes qui m'oppressent en fait et que je combats avec le militantisme. Je peux mettre le militantisme de côté et puis juste faire ce que j'aime en fait, juste vivre de ma passion. Et même ma passion, au final, je me rends compte que ça a l'air d'être un peu du militantisme aussi, puisque au final, je fais des choses qui sont en accord avec mon discours. Et je mets un point d'honneur aussi sur le panafricanisme. Et avec ce que je fais des bijoux africains, mais en Martinique, avec des choses qu'on trouve, des graines en Martinique et tout, ça rentre dans ma vision des choses. Donc c'est aussi un peu du militantisme, mais c'est moins agressif, tu vois, que quand je suis sur le terrain et tout. C'est un peu mon refuge aussi. Bon, je ne vais pas te donner la définition même de Marcus Garvey, puisque je ne l'ai pas en tête, mais il y a des gens qui sont venus nous chercher sur le continent, qui nous ont dispatchés un peu partout sur Terre, avec comme objectif qu'on soit totalement déconnectés les uns des autres. Et le panafricanisme, c'est recréer les liens qui ont été coupés avec l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. C'est de ne pas oublier que on est tous issus de la terre-mère et en fait la différence entre nous tous c'est un arrêt de bateau négrier en fait. Mais sinon on est tous pareils, on est tous issus de...
on est surtout tous dans la même galère en fait. Babylone nous a mis tous dans la même galère. C'est qu'on soit jamaïcain, martiniquais, haïtien, brésilien, même ici en France, au final, on est dans le même combat. Le panafricanisme, c'est ça, c'est de se souvenir de ça et puis vraiment renforcer les relations qu'il y a entre nous malgré la distance. Ça fait bizarre, hein. Ça fait très bizarre. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Je me disais bien que qu'on avait quand même provoqué certaines choses. En fait, ce qui est vraiment bizarre, c'est que je ne suis pas toute seule en fait, à faire tout ce qu'on fait là, mais les gens ont tendance à se concentrer sur moi. Donc, je suis fatiguée de dire ça, en fait, qu'il n'y a pas que moi, que tout ce qui s'est passé là, c'est pas moi uniquement, en fait. J'aurais jamais pu faire ça toute seule. Donc, c'est très bizarre au final qu'il y ait autant d'attention sur moi. Je trouve ça gênant. Bah, ça, c'est heureusement une capacité que j'ai toujours eue, hein. Je m'en fous totalement des autres personnes, de ce qu'ils peuvent dire. En fait, parce que souvent, c'est des choses assez négatives et pas très constructives. Donc, j'ai toujours eu cette capacité à ne pas prendre en compte la vie des gens. Je, je m'appuie beaucoup sur moi, en fait. Et si je m'appuie sur des personnes, ce sont des personnes que j'admire d'une certaine façon en fait et qui je sais qu'ils pourront m'apporter des éléments et qui si elles sont dans la critique sont dans une critique constructive donc je j'ai pas de problème en fait avec ce que les gens peuvent dire, ils peuvent parler hein, mais je peux m'en foutre aussi en fait. Donc il y a mes créations, la création de bijoux et puis avant même ça en fait parce que si je suis passionnée par surtout ce type de bijoux là que je considère comme étant des bijoux d'inspiration ancestrale, ma première passion mais c'est mon peuple en vrai. C'est mon peuple, c'est aussi surtout le bien-être de mon peuple. Je dirais même pas que c'est une passion, c'est un objectif en vrai. Je veux voir mes gens bien puisqu'on est dans une société qui ne veut pas les voir bien en fait. Je veux les voir bien, peu importe ce qu'ils ont choisi de faire, où ils ont choisi de vivre, que ce soit en France, en Martinique. J'ai juste envie de voir mon peuple épanoui en fait. Et quand je parle de mon peuple, je ne m'arrête pas forcément à la Martinique, hein, je prends vraiment les choses dans leur globalité. Oui, j'en ai. Bon, forcément, déjà ceux qui sont très très proches de moi. Ma mère m'inspire beaucoup, ma soeur aussi. Et toutes les femmes qui mènent le combat qu'on est en train de mener en Martinique, là, il y en a tellement que j'ai peur d'en oublier, mais je vais quand même essayer de les nommer. Kamona, Séméline, Clélo, Nilaja, il y a les jumelles, il y a toutes les sœurs en fait qui sont tout le temps au quotidien avec nous et en fait qui vivent les choses comme moi je les vis. Euh, ce qui est vraiment bon, c'est qu'on peut, si moi je me sens, tu vois, il me manque un peu de confiance en moi ou je peux tourner la tête et voir une sœur qui s'aime et qui est libre en fait, qui se sent bien et ça me redonne, tu vois, confiance en moi et c'est cette chance là que j'ai en fait de pouvoir être entourée de toutes ces femmes là qui au final m'inspirent. On s'inspire, on, on, on emprunte si tu veux chacune dans chacune pour pouvoir se construire et c'est vraiment un privilège je trouve de pas simplement d'être entourée de femmes mais de femmes inspirantes. C'est une chance. C'est alors là pas seulement au niveau des femmes mais de tout le groupe. Je pense qu'on était un peu tous dispatchés dans toute la Martinique avec notre conception des choses parce qu'on a une vision vraiment très décoloniale, tu vois, on veut vraiment sortir de cette colonisation là, de cette division très française au final, très blanche qu'on veut nous imposer. On combattait ça, chacun dans son coin. Et le combat qu'on a mené du coup en 2019 a fait que toutes ces personnes-là se sont retrouvées ensemble et on s'est rendu compte qu'on partageait les mêmes valeurs et qu'on avait vraiment envie de construire cette société-là qui n'existe pas mais qu'on a envie de laisser à nos enfants. Et c'est ce qui fait qu'au final c'est parce qu'on partage les mêmes valeurs, la même vision des choses et qu'on veut combattre les mêmes choses. Alors, pour la Martinique, sur le long terme, euh, j'aimerais vraiment qu'on apprenne un peu plus à être tourné vers la terre. Parce que déjà, la terre, elle est empoisonnée. Et
parce qu'on on est très dans la culture de l'importation. La plupart de ce qu'on consomme, j'ai envie de dire 70%, mais je ne sais pas d'où me vient ce chiffre, je ne sais pas pourquoi je le sors. Peut-être que c'est parce que c'est le vrai chiffre, mais ça me fait peur quand même. 70% je crois de ce qu'on consomme vient de France. Et je me dis, mais si le bateau n'arrive pas demain, comment on fait en fait? On meurt de faim? On a des terres empoisonnées, certes, mais il y a encore de la terre saine. Et j'ai envie qu'on apprenne plus à se tourner vers la terre plutôt que de rester dans cette culture de l'importation, en fait. Parce qu'on a des richesses, on a de quoi se nourrir sur place, on a tout ce qu'il nous faut, en fait. Sauf qu'on ne nous a pas appris à être tourné vers nous-mêmes. On nous a appris comme des personnes colonisées. Hein. Quand tu es colonisé, c'est que toi, tu n'es rien, tu es de la merde. Et on te fout plein de choses à l'intérieur, des choses qui ne sont pas toi. Et on nous a trop appris à être tourné vers la France, à être tourné vers l'extérieur, alors que quand tu prends juste le temps de regarder sur place, en Martinique, sur nos territoires, on a tout ce dont on a besoin. Sauf qu'on ne sait pas comment l'obtenir, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment planter, on ne sait pas. Et surtout au niveau des jeunes, en fait, c'est vraiment... ils associent la terre à des choses de vieux, tu sais, c'est les vieux paysans, c'est... Alors que, frère, la terre, c'est pour manger, en fait, c'est la chose la plus basique. Et sur le long terme, j'aimerais vraiment qu'on inculque ça, mais pas de façon superficielle, genre une fois dans l'année à l'école, on emmène les enfants sur un parc. Non, en fait, vraiment que ce soit quelque chose qui fasse partie de notre style de vie en tant que Martiniquais. Ce serait la logique pour qu'on soit autosuffisant, mais j'ai comme le sentiment que l'autosuffisance, c'est pas ce qu'on nous souhaite. C'est plus avantageux pour certains groupes capitalistes qu'on reste dans ce système d'importation-là, puisqu'ils se font du fric. Sur mon plan professionnel, moi je sais que j'aime tellement créer que j'ai tout le temps plein d'idées, mais là ce sur quoi je travaille, c'est vraiment utiliser encore plus de matière en fait qu'on trouve en Martinique. Je travaille pas mal le bambou en ce moment. Je m'intéresse beaucoup aussi aux graines parce qu'on a une multitude de graines différentes, avec plein de couleurs différentes. Ça aussi, en fait, ce que j'aimerais, c'est vraiment au final être autosuffisante avec toutes les matières que je trouve sur place sur mon île. Je n'y suis pas encore puisque mes premières inspirations c'était avec des éléments, des choses qui viennent d'Afrique et c'est génial. Je suis toujours, je le mets toujours en valeur, mais je veux pouvoir être totalement autosuffisante avec toutes les matières que j'ai sur place en fait. Voilà ce que je me souhaite. J'ai fait une formation pour être maquilleuse, donc j'ai quand même pratiqué pendant peut-être 4 ans. Mais je me suis un peu détournée, on va dire, de ça parce que malgré le fait que ce soit quelque chose que j'aime beaucoup, j'ai le sentiment qu'on essaye aussi d'enfermer les femmes dans ça en fait. Ou pour beaucoup d'hommes, bien souvent en fait, les femmes sont des poupées et dès l'instant où tu ne ressembles pas à une poupée, ben, tu te dis mais qu'est-ce que t'as, Enfin, je suis normale. Enfin, les gars ont des têtes de pain tous les jours et on leur dit rien, tu vois. Nous, dès l'instant où on a une tête de pain, c'est pas possible pour eux qu'on a une tête de pain. Des fois, j'ai envie d'avoir une tête de pain. En fait. J'ai envie qu'on me laisse et que ce ne soit pas un problème, qu'on me demande pas si je suis malade ou quoi. Non, juste, tu vois, je suis normale. Et donc, j'aime beaucoup le maquillage, j'aime beaucoup me maquiller. Mais j'aime aussi de ne rien faire, de pouvoir me sentir libre tout le temps j'ai rien sur mon visage et voilà, je me sens bien parce que je sais que c'est vraiment une prison au final. Parce que j'ai pris du temps à me défaire de ça, à me dire, je mets pas de maquillage aujourd'hui, je sors sans maquillage. C'est une panique, hein. C'est une véritable panique parce qu'on nous enferme dans ce petit monde de poupées-là, poupées Barbie. C'est génial de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se mettre en valeur. Mais je trouve pas ça cool d'être enfermé dans ça. Dans un truc quotidien, là, every day. Non, pour moi, c'est pas possible. J'ai envie de parler des inconsommables. Alors, tous les livres de François Hanon. Peau noire, masque blanc, Les damnés de la terre. Aimé Césaire aussi, mais alors quand on parle d'Aimé Césaire, c'est assez tendu parce qu'on nous a beaucoup présenté Aimé Césaire comme étant le Martiniquais, le nègre fondamental, on dit, tu vois même. Sauf que je risque de me faire des ennemis, mais Aimé Césaire, il y a plein de choses. Je prends l'héritage, mais je prends pas tout. Je peux me permettre de faire un tri en fait, parce que malgré ce qu'on dit d'Aimé Césaire, tu vois, j'ai jamais vu Aimé Césaire chill, juste un peu. Genre, on n'a pas cette vision-là d'Aimé Césaire. C'est un gars que j'ai connu tout le temps avec un costume, cravate tous les jours. J'ai jamais entendu Aimé Césaire parler notre langue, par exemple.
C'est un très grand poète français, certes, et on dit que c'est un Martiniquais, le gars. Il a jamais parlé notre langue. J'ai jamais vu Aimé Césaire avec un couteau à la main. J'ai jamais vu Aimé Césaire assis sur un tambour, tu vois. Et pourtant, on nous dit que c'est le nègre fondamental. Donc, je prends, mais pas tout, tu vois. Et puis, il faut surtout ne pas oublier que c'est aussi la pensée assimilationniste. Donc, je prends une partie, on va dire, de l'héritage d'Aimé Césaire, mais comme figure martiniquaise, j'aimerais voir autre chose que ce que la France aime, justement. Parce que la France aime bien Aimé Césaire. C'est pour ça, d'ailleurs, que la France ne parle pas de Frantz Fanon comme elle parle d'Aimé Césaire. Frantz Fanon a perdu sa nationalité française, tu vois. J'aime bien Frantz Fanon, je l'admire beaucoup plus. En tout cas, son parcours, et même le fait qu'il ait aidé les Algériens à prendre leur indépendance aussi, c'est un point, tu vois. Je ne veux pas comparer les deux, mais si je devais plus orienter les gens vers des lectures, je dirais, ouais, Aimé Césaire, lis Aimé Césaire, mais lis surtout Frantz Fanon, vraiment. Ah, ouh là là, bon, je sais pas si j'ai beaucoup d'années défrisées, hein, comme beaucoup de femmes noires. Et c'est quand j'étais ici en France, donc dans 2010, que j'ai décidé de couper mes cheveux. Ça fait déjà 10 ans. Wow. Et ben, ça fait déjà 10 ans. Ben oui, donc j'ai eu l'afro pendant un bon moment, pendant presque 5-6 ans. Et puis j'ai décidé de faire les locks, ça va faire maintenant 3-4 ans. Et couper mes cheveux défrisés, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie, vraiment. Parce que ça n'a pas de sens d'être là dans un lissage de ton cheveu naturel. Là, pareil, ça dénote quand même certains problèmes psychologiques, quand même, de faire ça tous les mois. Moi, je faisais ça tous les mois. On te disait même d'attendre 2 mois. Moi, j'attendais pas 2 mois parce que je voyais mes cheveux crépus. Je disais non, 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 il faut défriser. Et c'est beau de pouvoir se libérer de ça, de cet esclavage-là, parce que pour le coup, c'est vraiment l'esclavage. L'éclate tout le temps, tous les mois, à détruire ta nature, en fait. Donc, c'était une décision, l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Et puis, par contre, après, j'ai essayé de faire les locks parce que, honnêtement, c'est beaucoup moins d'entretien. Que l'afro, c'est beau, mais bon, il faut démêler, il faut mettre du produit et tout. Et j'ai pris en tout cas un style de vie qui ne me permet pas de passer autant de temps dans mes cheveux, donc les locks, voilà, je suis contente. Il y avait une mouvance, on va dire, surtout à Paris, parce que c'était à Paris que j'étais, il y avait vraiment la mouvance des cheveux naturels. Et le fait de voir toutes ces femmes franchir le cap et puis être belles et puis être bien dans leur peau, bah forcément c'est contagieux. Et tu te dis, mais je veux ça en fait. Je veux me sentir bien, je veux pouvoir me sentir belle sans avoir à transformer ma nature en fait. Et c'est dommage parce que je trouve que les choses changent beaucoup, ne serait-ce que sur Instagram. Avant, tu voyais beaucoup de tutos, tu voyais même beaucoup de filles se couper les cheveux naturels, les cheveux défrisés et tout. Tu voyais des tutos pour les cheveux naturels, mais là je vois beaucoup de tutos tissage par exemple. Ça a complètement changé en 5-6 ans sur Instagram. C'est dommage. Après, les filles sont libres de mettre des tissages si elles veulent, mais je trouvais que cette mouvance-là où tu voyais vraiment les femmes noires être belles et bien dans leur peau en étant simplement qui elles sont, je trouve qu'on ne voit plus, on le voit plus autant qu'avant et c'est dommage. Plutôt spirituelle et religieuse pendant près de 20 ans, parce que j'ai grandi au sein des églises, on va dire évangéliques en Martinique, surtout après en France, mais j'ai été longtemps religieuse, on va dire, jusqu'au moment où justement tu atteins un âge où tu es en capacité de réfléchir par toi-même et de ne pas forcément prendre ce que tes parents t'ont inculqué, mais faire des choix par toi-même et être dans la religion. C'est le fait d'ouvrir d'autres livres que la Bible. C'est le fait de m'ouvrir aussi sur tout ce qui existe en fait. Après, j'ai pas encore tout lu, hein, mais je sais que je me suis intéressée à un moment donné à l'islam. J'ai lu sur l'islam, je me suis intéressée. Pas la Torah, mais le Zohar. J'ai lu un peu sur les traditions juives aussi. Et parce qu'en fait, je me dis, mais on nous a donné ça, Jésus. C'est ce que moi, m'a toujours inculqué. Mais il existe quoi d'autre en fait, en dehors de ça? C'est comme pour tout, c'est-à-dire que quand je remets quelque chose en question, la remise en question a été globale. De la même façon que j'ai remis en question ce qu'on nous a apporté à l'école, la première formation qu'on nous donne à l'école, moi je me souviens, c'est le Christophe Colomb à l'école à la Martinique.
Christophe Colomb, c'est un homme blanc qui s'est perdu en mer. Je veux dire, dans le monde entier à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait d'autre qu'un homme blanc perdu en mer? Et ça tout en fait, ça te change tellement de. Ça change ta perception sur beaucoup de choses et de la même façon qu'on veut nous enfermer dans l'expérience de Christophe Colomb, qui au final est une expérience d'un homme blanc. Pour moi, c'est la même chose qui s'est fait en fait, que ce soit culturellement, spirituellement, dans tous les aspects de nos vies, ça a toujours été orienté vers les blancs en fait. Et du coup, j'ai vraiment voulu non pas seulement me défaire de ce qu'on m'avait donné, mais aussi me renseigner sur tout ce qui pouvait exister en fait. Et après avoir lu, je me rends compte que c'est déjà très difficile pour moi de me définir, de poser une étiquette sur ma spiritualité. Et c'est surtout aussi très difficile pour moi d'accepter simplement des informations sans les remettre en question, donc peu importe le mouvement spirituel dans lequel je veux appartenir ou vers lequel je veux me diriger, j'aurai toujours ce réflexe-là de poser des questions et de remettre en question les choses où je me dis, oh, il y a quelque chose qui cloche. Donc voilà. Je disais ça avant, que j'ai jamais subi le racisme. Parce que j'avais pas encore compris ce que c'était que le racisme. Parce qu'on a souvent tendance à croire que le racisme, c'est quand quelqu'un vient te dire sale nègre. Alors que le racisme, c'est quelque chose de beaucoup plus global, c'est quelque chose de systémique. En fait, et le racisme, c'est pas une émotion. Quand on te dit sale nègre, c'est une émotion, et si je veux ça, c'est le top de l'iceberg. Et bien sûr, si je suis une femme noire, je suis née en Martinique, en plus, juste le fait d'être née en Martinique, la Martinique en soi, c'est le racisme en fait. Puisqu'on parle d'apartheid quand on parle d'Afrique du Sud, par exemple, on va parler de ségrégation raciale quand on est aux États-Unis, mais sur le sol français, ça porte quel nom en fait? Parce qu'on dit que la Martinique est un sol français, c'est dans ça qu'on est en fait. On est dans une ségrégation, on est dans une discrimination, on est dans une espèce de monopole illégal de ces familles-là, ces familles esclavagistes. Donc, bien sûr, en fait, pour moi, juste le fait d'être né en Martinique, c'est subir le racisme. Même si personne ne m'a dit ça, négresse, je n'ai pas besoin qu'on me le dise en fait, parce que c'est quelque chose de systémique. On parle d'un système, on ne parle pas d'une émotion. Donc oui, bien sûr. Fais attention à tes choix quand même. Bon, je ne peux pas dire une adolescente soit plus réfléchie, t'es l'adolescente, donc un peu bête, c'est normal, parce qu'il faut passer par là un peu pour être un peu plus mature, mais j'aurais peut-être dit ouais, de faire un peu plus attention à certains choix et puis de ne pas, parce que souvent j'avais des réflexions, on me surnommait de tellement de choses quand j'étais adolescente. On m'appelait Martin X, et tellement je ne faisais que parler des combats américains et tout, et je me sentais très concernée à l'époque par les combats. C'est parce que j'étais encore naïve à l'époque, mais ne pas me prendre en compte en fait. J'ai toujours été entourée de personnes qui ne partageaient pas ce même engouement pour notre histoire, l'histoire américaine française. J'avais mal par rapport à ça, je me disais, mais pourquoi est-ce que. Et puis j'avais personne avec qui échanger ce que je découvrais, donc j'étais un peu frustrée, donc j'avais tendance à croire que j'avais un problème. Et si j'avais quelque chose à me dire, c'était ben non, t'as pas un problème, continue, fouille, va plus loin, continue. Peut-être que j'aurais pas. Bon, après, je regrette pas, parce que je suis pleinement satisfaite de ce qui je suis aujourd'hui, mais j'aurais pu peut-être avoir d'autres éléments. J'aurais peut-être pu aussi m'intéresser à mon histoire plus rapidement, parce que comme je t'ai dit, j'étais très orientée vers les États-Unis. Et ouais, c'est peut-être ça que je m'aurais dit. Je me suis dit, si ça se passe aux États-Unis, imagine ce qui se passe sur ton propre sol. C'est l'information que je ne serais peut-être donnée plus jeune. Merci. Clairement. Parce que c'est non seulement les couleurs de mon île, mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai pu rencontrer le monsieur qui a choisi ces couleurs-là. Il était en prison à Fresnes à l'époque. Tout ça parce qu'il a écrit un document qu'il n'a pas gardé par son Martinique, c'était écrit la Martinique pour Martiniquais. Il s'est retrouvé en prison pour ça. Et en fait, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il a choisi ces trois couleurs-là sans être au courant de qui était Marcus Garvey, de tout ça, et ce sont les couleurs du panafricanisme. Et quand il m'en a parlé, ça m'a tellement émue, je me suis dit, mais waouh! Et c'est juste trop beau qu'on puisse, qu'au final, qu'il ait été connecté avec toute la mouvance qu'il y avait dans ce monde-là, sans même savoir pourquoi il a choisi ces couleurs-là, et c'est juste magnifique. Et puis ça a tout un sens, le vert, c'est la nature qui nous entoure, le rouge pour le sang de nos ancêtres qui a brûlé, et puis le noir pour nous-mêmes, en fait.
Tu vois, parce qu'il peut me définir plus que ça.